après-midi d'échanges et de témoignages autour d'Henriette Pichon, cette institutrice qui a pris des risques pour sauver des vies, qui, sans son courage, peut-être que certains d'entre vous ne seriez pas là aujourd'hui. L'après-midi hommage est vraiment convivial, faites le sourire aussi. Bon, il y a un programme qui peut être changé. Hein. Il est prévu un long temps de parole avec Madame Wexler, Madame Bloch, toutes les personnes qui veulent s'exprimer, avec Jean Herveau aussi pour nous parler de son travail, comment il a fait. Mais si quelqu'un veut réagir, il est évidemment invité à le faire. Chers élèves, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rendre un nouvel hommage à Madame Henriette Pichon, reconnue à titre posthume en 2010, juste parmi les nations, pour avoir caché des enfants juifs au château de Bussol pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un parcours exceptionnel pour son engagement courageux et exemplaire, documents d'archives et témoignages directs des personnes ayant vécu ces événements. Ces échanges pourront nous révéler des informations ayant échappé à nos recherches. Nous remercions également M. Claude Devel, à l'origine de ce long travail de mémoire, cette page d'histoire locale, restée ignorée trop longtemps. Comment vous expliquez que cette journée du souvenir est débloquée chez vous? Comme vient de le dire votre fille, vous étiez contente d'en parler pour la première fois de votre vie, de ce que vous avez vécu. Eh bien, parce que je suis contente de tenir les jeunes au courant. Je pense que c'est bon qu'ils sachent des choses comme ça, une vie normale. J'avais une vie normale de petite fille, donc qu'ils voient ce que c'est. Et ça aurait pu basculer, effectivement, du jour au lendemain, comme pour les enfants de Dizier. Heureusement, ça ne l'était pas. Je n'en avais pas conscience, mais pour les enfants, ça peut être cette interprétation. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Alors, très bonne. Fatigante, mais très bonne. Ils sont bien, mes petits. Là. Ah oui, ils boivent de l'alcool, petits, ça va pas du tout, ça. Ils sont des bourbonnaises. Alors, vous avez eu... boit du rosé. Janvier 1888 à Auxonne, en Côte d'Or. Universitaire, avec son mari Henri, médecin, elle ouvre à Paris l'école Pichon, transformée en collège féminin, toujours à Paris, qui reçoit des jeunes filles du monde entier. En 1923, le couple crée une fondation pour attirer les fonds nécessaires au développement de leur projet pédagogique visant à dispenser un enseignement d'excellence. C'est en 1925 que celui-ci se réalise par l'achat d'une vaste propriété à Bouffémont, sur laquelle s'identifiera la future structure du collège féminin. Madame Pichon en deviendra directrice. Il s'agit d'un établissement privé, de haut standing, de réputation internationale, s'adressant à des jeunes filles françaises ou de nationalité étrangère principalement, d'Europe et d'Amérique du Sud. L'objectif est de préparer les élèves au baccalauréat et au-delà de faire connaître et aimer la France en contribuant au rayonnement de sa culture dans le monde. Pour cet engagement, Madame Pichon reçoit en 1938, peu après le décès de son mari, le titre de chevalier de la Légion d'honneur. En septembre 1939, la rentrée est fortement perturbée. Le collège de Bouffémont est réquisitionné par les Allemands et devient le siège d'une commandanture en février 1940. Madame Pichon, dépossédée de son établissement, apprend fortuitement par une annonce parue dans un journal qu'un château est disponible à Barré-Bussol, commune située en zone libre dans le département de l'Allier. Elle prend contact avec les propriétaires pour le louer et s'y installe en 1940 avec quelques enseignantes et élèves. Les transferts de Bouffémont à Bussol sont échelonnés, discrets et s'effectuent la nuit. Au fil du temps, la vie s'organise. Le groupe devient important et compte en moyenne une trentaine d'enfants présents. L'effectif variant selon la durée des séjours, de quelques mois à plusieurs années. Françoise Wexler, 6 ans et demi, est la première élève arrivée en juin 1940 et la dernière à partir en 1945. Le château est isolé en pleine campagne, excentré du village de Barré-Bussol et situé à 4 km de la Palisse. L'installation n'est pas sans risque en raison de la présence allemande permanente et active à la Palisse,
installés en 3 lieux rapprochés, dans les châteaux des Vigneaux, des Rats et de Vaux. Grâce aux complicités du curé de la paroisse, le père Jules Laurent de Vaux, et de son fidèle sacristain Joseph Villard, les enfants juifs obtiennent de faux certificats de baptême, censés les protéger des fréquents et inopinés contrôles d'identité effectués par la milice et la Gestapo. Ces 2 personnes mériteraient, pour leur engagement, de figurer sur la liste des justes parmi les nations. Au quotidien, les cours constituent l'essentiel de l'emploi du temps des élèves. Ils sont dispensés par des enseignantes juives déclarées sous de fausses identités. Mariette Bloch pour les mathématiques, Mado Lévy pour le français et Jean Pichon, médecin, fils de Madame Pichon, pour le latin et l'anglais. Un personnel de service assure le bon fonctionnement des tâches ménagères, comme l'entretien des locaux. La cuisine étant, elle, spécialement confiée à Ida Hauser. Un jardinier originaire de La Palisse, René Pouillan, mécanicien de profession, est embauché en 1942 comme ouvrier polyvalent pour s'occuper des 1500 mètres carrés de potager, assurer les petits travaux d'entretien et même réparer les chaussures des enfants. Cet emploi lui permet d'ailleurs d'échapper au STO. Il joue de l'accordéon et apporte un peu de gaieté à ses enfants qui souffrent de la séparation de leur famille. Les dimanches, les élèves assistent à un office religieux dans la chapelle, proche du château, récitant des prières et participant en semaine au cours de catéchisme afin de cacher aux délateurs leur véritable identité. Indépendamment des règles de prudence prises et très strictes pour éviter les dénonciations et les rafles, le ravitaillement de la communauté est une préoccupation permanente que doit gérer Madame Pichon. L'essentiel des approvisionnements se fait à La Palisse et à Vichy, où elle se rend régulièrement avec M. Pouillan, utilisant des cartes d'alimentation et des tickets de rationnement. Ceux-ci se font également dans les fermes proches du château, notamment chez Madame Fernande Buisson et M. Claude Laplace, où 2 frères juifs, Léon et Jacques Sévéry, sont cachés, couverts aussi par de faux certificats de baptême. Les légumes récoltés du potager et les petits élevages complètent les approvisionnements extérieurs. Après la libération, Madame Pichon reste au château pour s'occuper des élèves en attente de leur récupération par les parents, et en 1946, elle retourne à Bouffémont pour y enseigner jusqu'en 1950, où elle cède son établissement au ministère de l'Éducation nationale, peu de temps avant la disparition accidentelle de son fils Jean. Elle décède à son domicile le 24 juin 1964 à 76 ans. Plus de 50 ans après ces événements, le 30 mai 1997, à l'initiative de Madame Denise Lubetsky, une ancienne élève, fut organisée au château de Bussol une journée souvenir à laquelle participaient une quinzaine de ses camarades. Accueillie par monsieur le maire de l'époque, Claude Marc, et de son épouse, ainsi que les propriétaires du château, elle put revisiter les lieux et se remémorer cette page d'histoire marquante pour cette petite commune en exprimant leur profonde gratitude envers les habitants qui les ont soutenus. Enfin, le 28 juillet 2010, à titre posthume, Madame Henriette Pichon s'est vue décerner par le mémorial Yad Vashem en Israël la reconnaissance de juste parmi les nations, plus haute distinction civile de cet État pour sa conduite courageuse et exemplaire, distinction amplement méritée par laquelle nous lui rendons aujourd'hui cet hommage qui s'inscrit dans un devoir de mémoire. Je vous souhaite de continuer comme ça, c'est vraiment magnifique. Donc vous êtes content de leur travail? Ah oui, oui, oui. Et du vôtre. Très fluctuant le nombre d'élèves. Oui. Oui, on pouvait être 10 comme on pouvait être 50. Mais les événements qui se sont déroulés, est-ce qu'ils correspondent à ce qui a été indiqué par les élèves? Oui, 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 tout à fait. Donc, c'est une confirmation, l'authenticité des renseignements. Voilà. Vérifier, direct, vérifier. Voilà. Venir par ici aujourd'hui, c'est bien sûr un oui franc et massif immédiat, parce que ça fait des années qu'on se côtoie et que j'ai plaisir à le féliciter et à féliciter les jeunes qui l'accompagnent tous les ans. On a à Saint-Germain un foyer génial. Il se passe des choses extraordinaires tous les ans, et c'est donc avec plaisir qu'on peut l'accompagner. Par contre, lorsqu'il m'a dit viens faire un topo sur la résistance dans l'Allier, oui, bien sûr, j'en connais un peu, mais le problème c'est que il s'est passé tellement de choses que je me suis dit non, c'est pas possible. Donc j'ai commencé par résister et je vais lui désobéir.
Lorsqu'on parle de la résistance, bien évidemment, on fait référence à la guerre, phénomène guerre. On pense aussi aux morts de la guerre. Parler de la résistance, c'est un petit peu différent. Il nous faut parler de la vie. Parce que la résistance, c'est d'abord le fait des vivants. Et la mémoire de la résistance, certes, c'est celle de ceux qui, de leur engagement, ont payé au prix de la vie, mais c'est aussi la mémoire de ceux qui, dans leur engagement, ont fait dépasser la guerre et fait vivre leur engagement au-delà du phénomène guerre. Pourquoi vous appeliez Ida Zizi? Alors ça... C'était le docteur Pichon qui l'avait surnommé comme ça quand il était enfant. D'accord. Voilà. Non, non, c'était... Nous, on ne l'avait pas surnommé comme ça. Il s'appelait déjà comme ça. Sylvie, je pense qu'elle devait être juive alsacienne, enfin, moi, je n'étais pas dans le secret des dieux. Et alors elle était nommée, puisqu'il n'y avait plus de personnel à un moment donné. Elle faisait la cuisine. Et elle avait une radio, elle écoutait de la musique, j'adorais la musique. C'était le seul endroit où je pouvais écouter la musique. Donc je venais l'aider, je travaillais avec elle, elle était ravie d'avoir ma compagnie, et elle m'a initiée à la musique. Voilà. Tout ce que je veux dire. Alors là, il y avait un office, et vous savez qu'on n'avait pas de beurre, on n'avait pas de gras, c'est de la graisse de bœuf pendant la guerre. Et pour faire la graisse, pour faire la friture, il reste des graillons, des gratons, excusez-moi. Voilà, rectifier, des gratons. Et ces gratons étaient dans un pot en fer à l'entrée de la cuisine. Et moi, chaque fois que je venais... Voilà. Et alors là, c'est une porte qui arrive dans la salle à manger où nous mangions tous les jours. Et il y avait une très grande cuisinière, et là-haut, on avait des grandes niches de pain, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec un trou au milieu. Couronnes. Des couronnes. Voilà. Je vieillis, je perds mes mots. Et alors, on les suspendait à un balai pour que les souris n'y aillent pas. Mais les souris y allaient. Et alors, un jour, Mademoiselle Auger a coupé du pain, et puis une fois, elle a coupé la souris. Donc voilà, des souvenirs, mais c'est des souvenirs d'enfants, vous savez. J'étais petite. Ah oui, vous étiez très jeune. Oui, oui. Comment s'appelaient les cochons? Ah, Popol et Virginie. Alors, les cochons étaient accrochés derrière le château, parce qu'il ne fallait pas qu'ils mangent la veille de... Donc, à 4 h du matin, ça commençait à crier, à pleurer, mais c'était horrible. Alors, moi, je n'ai pas assisté à la tuerie du cochon, mais j'ai assisté au saignement pour faire le boudin. Et là, ça se faisait sur la porte du garage qui était dans les communs. On le mettait sur une échelle, il y avait une grande bassine qui recueillait le sang, et là, alors, on était contents parce qu'on avait du boudin à manger. Voilà. Donc on élevait 2 cochons par an. Et alors on appelait ça des tartines à la zizi. Alors, je suis désolé, on reviendra parce que on a une éclaircie. J'avais peur, j'avais très peur, mais je faisais la courageuse. Parce qu'il n'y avait pas de lumière. Et alors, un jour, il y a une fille qui a vu qu'on avait mangé des carottes, elle nous a dit, mais vous avez pris des carottes? Et on lui disait, mais non, c'est pas des carottes, c'est des racottes. C'était exceptionnel le travail qu'on avait fait. Et moi, quand je te fais un compliment, tu me crois pas? Parce que je suis trop jeune, c'est pour ça. Oui, je préfère. Merci, merci beaucoup. Vous pouvez lui redire, s'il vous plaît? Le speech était fantastique. Jeanne, c'était fantastique ta lecture. Tu l'as vu où ton éclaircie? Tu étais capable de reconnaître ton père?
Elle est là, tu la vois pas. Tu vois pas l'éclaircie? Regarde l'éclaircie, un sourire. Il est là l'éclaircie. Mais on a de la chance, il pourrait faire un grand soleil. Vous avez une notion de l'éclaircie qui est toute relative. Nous allons commencer pendant l'éclaircie. Ok. Pour le Hollandais, français. Tout le monde de la communauté de Paris-Boussole et de la police. Élevé de Saint-Germain-des-Fosses, Madame Wexler, famille et proches et autres invités. Bienvenue à Château de Boussole. Également en nom de mon épousée, Diane, là-bas, et des gérants Jacqueline et Hans. Je suis Ton van der Plas, Hollandais propriétaire. C'est à nouveau un honneur de vous recevoir au château pour cet événement spécial. Nous avons aussi été ensemble le 23 octobre 2021 lors du dévoilement de la plaquette de Madame Henriette Pichon. Le château a une longue histoire depuis le Xe siècle. Dans le temps sombre de la Seconde Guerre mondiale, un petit miracle s'est produit grâce à Henriette Pichon. Dans le cahier, la juste parmi les nations de Yad Vashem, l'acte héroïque de Madame Pichon est décrit. Comme il est beau que ce souvenir d'elle est également filmé par un groupe d'élèves de nos jours. Comme c'est beau que l'enfant fasse ça. Il faut que l'histoire reste connue chez les générations futures. J'espère sincèrement que l'école continuera à raconter l'histoire afin de comprendre et de préférence de prévenir les conflits actuels. Je tiens à remercier tous les élèves, mais aussi M. Christophe Poutier et Guy Vernet. Où est Guy? Guy, à vous aussi, mes personnes qui nous ont liés. Merci à tous d'être venus et présents. Merci. Merci, Ton. D'après le discours de Mme Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, agrémentée par Mémoriae, Maison des enfants d'Isieux, vendredi 3 février 2023. Durant tous ces mois de travail à découvrir Henriette Pichon et les enfants cachés du château de Boussole, nous n'avons eu sans cesse de penser à une autre histoire, celle des enfants d'Isieux. Si l'histoire des enfants cachés de Boussole s'est fort heureusement bien terminée, les enfants ont tous retrouvé leur chez eux, unis, une descendance. Ce ne fut pas le cas du petit protégé de Sabine et Mironce Latin. Deux histoires parallèles, deux histoires qui ne connurent pas la même épilogue. Il y a un peu plus de 40 ans, le 25 janvier 1983, un certain Klaus Hartmann était arrêté en Bolivie. Klaus Hartmann, de son vrai nom, Klaus Barbie, fut le boucher de l'île, recherché par les Français depuis 1945. Il y aura bientôt 40 ans, le 5 février 1983. Klaus Barbie revenait en France pour y être jugé. Symboliquement, il était conduit à Lyon, à la prison de Montluc, le sinistre mémoire. Selon les mots du garde des Sceaux de l'époque, Robert Badinter, 40 ans après son crime, c'est à Montluc que Barbie devait passer la nuit, seul dans une cellule, avec les ombres des têtes qu'il avait martyrisées. Et ils étaient nombreux ces fantômes du passé, résistants et français libres, communistes et gaullistes, juifs français, juifs étrangers, hommes, femmes et enfants. Car la barbarie nazie frappait indistinctement, impitoyablement, et parmi ces ombres, dans leur innocence profanée, étaient les 44 enfants d'Isieux. Dans une jolie maison entourée de verdure, perchée au-dessus du Rhône, où nous sommes rendus en voyage scolaire il y a peu. Une jolie maison entourée de verdure, donc loin de la folie du monde, vous avez cru trouver un refuge. Sous la conduite de Sabine Latin, infirmière de la Croix-Rouge, ils avaient fui les rafles de Montpellier. Sous couvert d'une colonie d'enfants réfugiés de l'Hérault, ils vivaient au grand air, ils pouvaient espérer. Heureux? Non. Sans doute, ils ne l'étaient pas. Eux qui se trouvaient privés de leurs parents et de leurs proches, cachaient leur nom, vivaient éloignés de leur foyer, dans un monde en guerre dont l'inquiétante rumeur leur parvenait atténuée. Mais enfin, ici, ils avaient un havre, un îlot de douceur et de paix.
un petit domaine où leurs yeux d'enfants pouvaient s'éveiller à la vie. Or, ce fut la mort qui survint, le 6 avril 1944. Par une belle journée de printemps qui marquait le début des vacances scolaires, soudain les voitures, les camions cernèrent la maison. Klaus Barbie et ses hommes, sanglés dans leur tenue noire, s'emparèrent de cette forteresse pacifique, arrêtant 7 éducateurs désarmés, ainsi que 44 gamins inoffensifs saisis au réfectoire au milieu de leur repas. Quelle prise, quelle grande victoire pour le Troisième Reich! Un jeune garçon, alerté par sa sœur, a eu le temps de sauter par la fenêtre. Tapis dans les buissons, il entend les cris, les pleurs, les moteurs qui s'éloignent. Puis c'est le silence atroce de l'après. Le nid est vide, les prédateurs ont tout emporté. La désolation règne. Car tel est le pouvoir de la haine, transformer des enfants en cibles, exterminer des êtres humains, au nom d'une idéologie folle qui parvient à abolir tout discernement, toute pensée comme tout sentiment. La haine qui détruit, qui déshumanise, celle de l'assassin bien sûr, mais aussi la haine froide du complice et du délateur, la haine passive qui encourage et soutient la haine meurtrière. Oui, en 1944, il y eut quelqu'un pour aviser la Gestapo de Lyon que des enfants juifs vivaient impunément à Isieux et qu'il serait simple de les y rappeler. Il y eut un esprit suffisamment ignoble et malsain pour considérer comme des proies des gosses de 6 à 12 ans. Malgré le procès, Barbie, le nom du dénonçateur, ne fut pas établi avec certitude. Honte à lui, honte à ceux qui, sur ses indications, perpétrèrent ce crime abominable. Sabine Zlatin, en déplacement ce jour-là, parce qu'elle cherchait un nouveau lieu pour mettre à l'abri les enfants, échappa quant à elle à la rave. Elle vécut, elle survécut, dans la douleur inexprimable de l'absence. Les enfants dont elle s'était chargée, son mari Miron Zlatin, ses amis d'Isieux, tous avaient péri loin d'elle sans qu'elle puisse leur porter ni secours ni réconfort. Alors, la paix revenue. Sabine Zlatin s'est dévouée encore à la mémoire des victimes, pour qu'on n'oublie pas, pour qu'on n'occulte pas ce qui s'est passé ici et qui résume dans son ignominie les persécutions antisémites du nazisme et du pétainisme. Grâce à Sabine Zlatin, grâce à son travail de mémoire, les enfants d'Isieux ne sont pas seulement des victimes, mais aussi des témoins. Leur présence est sensible ici. Leurs muets reproches nous mettent en garde au moment où, partout en Europe, et en France même, les vieux démons du nationalisme et de l'antisémitisme vont se renaître de nouveau sur les terres qu'ils ont autrefois ravagées. Oui, pensons toujours aux enfants d'Isieux. Pensons à leur terreur, à leur souffrance. Songeons aussi à leur désespoir quand des adultes censément responsables décidèrent de les précipiter dans l'horreur concentrationnaire. Ce que ces enfants ressentirent à la prison Montluc, puis dans le convoi, ce qu'ils subirent au seuil de la mort, va au-delà de ce qui peut être formulé. Les larmes qu'ils ont versées ne s'expriment pas. À jamais, leur matière sera connue, enseignée. À jamais, leur histoire sera transmise pour qu'elle ne se répète pas. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'Henriette Pichon, de son immense courage, de son humanisme, une juste parmi les nations, une dame qui a placé la vie au-dessus de tout et protégé des enfants, des innocents, comme le criait Sabine Zlatin au procès de Barbie. Nous sommes réunis pour célébrer la vie, pour ne pas oublier Henriette Pichon et tous ces enfants pour lesquels un après fut possible. Je demande pourquoi. Ça, je ne sais pas qui c'était. Ça, c'était Madame de Senaya qui s'occupait des petits. Si, elle, c'était Yolanda. Je ne sais parce qu'elle a fait un dessin de moi. Elle dessinait merveilleusement bien. Et ça, c'est Madame Pichon. Vous faisiez des déguisements et des... Incroyable. Non, mais on avait une vie... oui, c'est ça. Très... Qui est-ce qui a pris toutes ces photos? C'était elle? Non, je ne sais pas. Non, c'était des photos. Il y avait des appareils et tout. Et on demandait, donne-moi une photo. On n'a jamais eu ça, j'avais horreur des topinambours. Les rutabagas passaient très bien. Les topinambours passaient pas. Ouais, je vomissais, je ne sais pas pourquoi. Puis il y avait le potager quand même. Oui, c'est ça, un grand potager. Et on allait dans les fermes, des samours, du beurre, je sais pas tout le reste. En pleurs, ma mère a très compris. Et puis ils sont repartis. Et ma mère est tournée à Paris et mon père est allé dans une ferme. Il va falloir qu'on arrête. Oui. On va rentrer dans la salle. Regardez, elle est trop belle. Ouais, c'est clair, tu sais. On pourra aussi faire de belles parties cache-cache. Tu l'entends bien, Michel, maintenant? Oui, à la bonne heure. Tu vois la balançoire là-bas? Tu peux y aller, mais uniquement si cela te fait plaisir.
C'est vrai? Monsieur Jean, Je vais les laisser se présenter à vous. Manuela Lopez, élève de 4e. Camille Duché, élève de 4e. Présidente du club Mémoire. Emmanuela et trésorière. Marine Rougeron, 3e. Monsieur Christophe Boutier. Bravo. Quatrième. Hein. Et notre photographe du collège, Didier Chemorin. Voilà. Je vais vous féliciter parce que c'est vraiment un travail absolument remarquable. Et puis ensuite, ce que vous avez fait, c'est quelque chose qui est très positif, et un message qui est aussi extrêmement positif. Vous avez fait le parallèle avec la Maison d'Isieux tout à l'heure. Hein. Mais là, dans l'œuvre que vous avez fait, vous délivré des messages qui sont très importants aussi pour l'avenir et qui sont encore plus porteurs, surtout dans l'actualité d'aujourd'hui. Et il y a un moment où j'ai des nattes, on les a fait en 2 minutes chrono parce qu'on n'avait pas le temps. Combien de temps ça vous a pris? Parce qu'on se rend compte d'apprendre les textes, de monter tout ça. Combien de temps sur une semaine combien de temps vous y consacriez par semaine? Les troisièmes. Bah alors pour ma part, j'ai pris bien 1 mois, je pense, à tout apprendre. On a travaillé 1 heure par semaine depuis les 2 derniers jours de 4e, pendant donc, le brevet des 3e. Donc, nous avons commencé à faire les recherches sur Henriette Pichon. On a un peu étudié aussi la Maison d'Isieux. Ensuite, donc 1 heure par semaine tout au long de cette année. Donc on a continué nos recherches, on a rassemblé nos éléments. Donc on a commencé après à construire le scénario. Donc c'est vous qui faisiez ça tous ensemble? Les premiers du département, ce qui les qualifie pour l'académique, et ils sont 4e académique. Voilà. Bravo. Vous avez eu le temps de travailler en même temps la partie histoire. Alors, on a appris des choses par rapport aux témoignages qu'on a eu, qu'on a pu recevoir, voilà. Alors qu'en cours, c'est vraiment dans le cadre, on est assis sur une chaise, on est là et on écoute les gens parler. Alors que là, vraiment, c'était des témoignages. Vous avez témoigné par téléphone. Monsieur Boutier avait pris des notes qu'on a pu lire, regarder et puis prendre les éléments qui nous intéressaient. Et voilà. Vous avez fait la vidéo a suscité de l'intérêt pour tous les autres élèves qui ne faisaient pas partie de votre groupe. Ça a certainement dû donner envie de faire ce qu'on a fait à d'autres élèves. Donc on a fait un spectacle de fin d'année avec la chorale et donc du coup le film a pu être projeté. Surtout il faisait très froid et on fallait qu'on parle météo, hein. Donc c'était 2 journées très belles, mais avec énormément de stress pour ma part, justement. Je suis allée en école primaire, j'ai travaillé dans le collège
Et je comprends tout d'abord votre travail, puisque j'accompagne les élèves et les enseignants dans votre travail. Et je pense que par votre travail et votre dynamisme, vous avez réussi à créer des liens entre votre travail de toute mémoire et les autres matières que vous apprenez au collège. Alors, je vous sens qu'est-ce que ça vous apporte dans votre goût de la culture et d'apprendre tout ça? Parce que faire des liens, c'est être logique et réfléchir à ce qu'on fera demain. Je trouve ça formidable ce que vous faites. Quels sont les liens que vous formez et qu'est-ce que ça vous apporte? On n'imaginait pas que c'était comme ça. Je sais pas par rapport à vous. Mais ça nous a fait découvrir aussi une dame, Henri Pichon, qui a sauvé 50 enfants juifs. Et au musée de la Résistance, au centre d'histoire de la Résistance et de la déportation, tu as dit quelque chose, tu te rappelles dans le film, que entre vos yeux d'enfant et quand vous avez découvert tout ça, vas-y. Nous, on a une vision quand même encore d'enfant, donc même si on sait, parce qu'on nous a dit que c'était grave, on n'était pas sur les lieux pour se rendre compte à quel point c'était grave. Et quand on a visité ce musée, je sais pas, moi dans ma tête, ça a fait un déclic de me dire, ah oui, quand même, c'était vraiment ça. Parce qu'on nous en parle, mais comme on n'était pas là-bas, on ne peut pas non plus réaliser, parce qu'on est des enfants, nous, enfin, on court dans la cour et on ne se rend pas non plus compte de ces choses-là. Et non, on ne peut pas l'imaginer. Oui, voilà, on ne peut pas comprendre. Même les adultes parfois ne comprennent pas. Après la guerre, il y a plein d'adultes. Il y a plein d'adultes. C'est Simone Veil qui racontait qu'il a été donc déporté, qui travaillait, qui construisait des murs en briques. Et un jour, elle devient femme politique. Je ne sais pas si vous connaissez Simone Veil. Si. Oui. Et on lui fait inaugurer un mur. Donc, et on lui donne une brique. Et un des hommes politiques lui dit « Oh, mais vous faites ça très bien, Madame Veil. » Elle dit « Bah oui, j'ai fait ça toute la journée dans les camps de concentration. Ça ajoutait un gros froid. » Mais voilà. Donc, en fait, on réalise beaucoup par l'expérience. Et personnellement, moi, je me rappelle que ma grand-mère me racontait qu'elle avait caché ses enfants dans ce collège. Et j'ai entendu ces histoires enfants, en grandissant, etc. Et je n'ai réalisé ce que ça voulait dire pour ces enfants que quand j'ai entendu le témoignage de Denise Lubetzky, qui était aussi là, qui m'a, elle, raconté, comme vous le racontez. Et là, je me suis dit, elle a dû souffrir beaucoup plus que je ne l'ai réalisé. Donc, même en tant qu'adulte, parfois, on réalise tardivement. Voilà. Et on était vraiment acteurs de ce que nous, on faisait. On n'était pas assis une chaise à écouter. C'était nous, on faisait ce qu'on avait envie de savoir. C'était différent, on a appris différemment. Je ne sais pas si pour vous, ça a été... J'ai envie de dire, on a un peu appris en s'amusant. Parce que on l'a fait de notre plein gré. Alors que les cours, j'ai envie de dire, comme ils vont dire, on est assis sur une chaise, on écoute les cours. C'est ça. Après, on doit apprendre par cœur un cours qu'on n'a pas forcément envie d'apprendre. Et alors que là, vraiment, on a vraiment appris ce qu'on voulait apprendre. Et vous avez fait la différence entre l'histoire et la mémoire, tout simplement. Comme vous êtes en cours d'histoire, vous avez quelqu'un qui sait en face de vous et vous avez besoin d'apprendre. Là, vous vous êtes emparé de la connaissance. Vous l'avez fait vôtre. Vous êtes devenus les porteurs de cette mémoire, tout simplement. Et le fait que vous ayez baptisé votre club et votre association Mémorier, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Il ne fallait surtout pas l'appeler Historiae, parce que vous faites vivre cette mémoire de cette façon-là. Vous la vivez. Et c'est ça la citoyenneté aussi. C'est pas de connaître ou de savoir l'histoire, c'est de savoir la faire vivre au présent et la projeter dans l'avenir.
Est-ce que vous seriez intéressé à participer à des initiatives européennes et en particulier éventuellement d'aller voir des jeunes et des enseignants du côté allemand pour voir ce qui s'y passe aussi aujourd'hui et de voir quels sont aussi les problèmes de transmission mémorielle qu'il peut y avoir dans les différents pays en Europe actuellement. Quelle est votre opinion? J'ai donc 90 ans, je suis arrivée à 5 ans et demi à Bussol, j'en suis sortie à 10 et demi. Vous avez un petit peu fait mon personnage, balançoire, hein? Ça vous plaisait, ça, vous vouliez voir balançoire? On m'appelait balançoire, d'ailleurs c'est Zizi qui m'appelait balançoire, parce que nous avions des chaussures en bois et que je n'usais que d'un seul côté. Et alors, bien sûr, je me balançais tout le temps. Le jardinier nous mettait bien des semelles en caoutchouc, mais ça s'usait très très vite parce qu'on courait dans tous les sens. Bon, ben alors, moi, contrairement un petit peu aux images du film, je peux vous dire que je n'avais aucune notion qu'on était en guerre. La seule notion que j'avais, j'étais séparée de mes parents. C'est ma seule tristesse. Autrement, on était comme des petits sauvageons, on courait partout, on avait des cours quand il y avait des professeurs, parce que bon, peut-être qu'au début, on est parti avec du personnel, mais ça s'est très vite éclairci. Et ma foi, j'ai appris beaucoup de choses et je trouve que c'était un enseignement très bien, finalement. Le docteur Pichon nous apprenait le latin et l'anglais, Madame Pichon aussi. Il y avait des professeurs de passage qui nous faisaient un peu de calcul, un peu de français, enfin bref. J'ai quand même fait mon éducation, ma première éducation à Bussol. Bon, on n'était pas triste, on jouait comme tous les enfants, on avait un petit peu faim de temps en temps, on avait surtout envie de bonnes choses, mais enfin malheureusement c'était rutabaga et topinambour. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avions 2 Popol et Virginie qui nous fournissaient quand même de la viande pendant un certain temps parce qu'on la salait, enfin. Et puis on avait le boudin le jour du sacrifice. Qui étaient Popol et Virginie? Parce que je pense que plein de gens ne savent pas. Popol et Virginie, c'était 2 petits cochons qu'on avait tout petits et qu'on élevait. On était tous, on leur apportait à manger, on les chouchoutait. Malheureusement, ils finissaient mal. Et ils étaient accrochés derrière le collège. Et la nuit précédant leur sacrifice, ils n'avaient pas eu à manger. C'était des hurlements pendant toute la nuit. Bon, j'ai jamais assisté au sacrifice, j'ai juste assisté à la confection du boudin, à la réception du matériel nécessaire au boudin. Bon, enfin, on mangeait quand même, on était content d'avoir un peu de viande. On avait de temps en temps des poulets qu'on ramenait de la ferme et qu'on élevait. On avait des œufs. Il y a alors une chose extraordinaire, et ce qui nous a permis de grandir. On avait du lait, on nous obligeait à boire un bol de lait le matin et un bol de lait à 4 heures. Alors ça, je pense que ça nous a beaucoup sauvé les questions de croissance et notre ossification et tout. Mais alors moi, pour moi, le lait, c'était un médicament. Alors je le buvais presque en me pinçant le nez. Mais je le buvais parce que ça, Mme Pichon tenait absolument à ce qu'on voit. Bon, autrement, pour les cours, il y avait des salles de classe dans les communs. Et sinon, l'hiver, quand il faisait très froid et qu'on n'était pas nombreux, on se tenait dans la grande salle où on travaillait avec la cheminée allumée. Parce qu'il faisait froid, on n'avait pas de chauffage. Hein. Mais on supportait très bien, on avait des engelures, on avait des crevasses, mais on avait quand même joué dehors. Vous savez, un enfant, c'est quand même très insouciant. Alors, je ne sais pas si Mme Pichon ou si les parents, peut-être, ont parlé à leurs enfants de leurs origines et qu'on allait leur donner un certificat de baptême faux. Peut-être, moi, ce n'était pas mon cas. Ma mère a voulu absolument qu'on me baptise contre l'avis de mon père. Mes parents étaient athées tous les deux.
Et ils étaient d'origine roumaine, et bien sûr, ils avaient subi, étant enfants, des pogroms, des problèmes. Donc, elle avait tellement peur qu'il m'arrive quelque chose qu'elle a demandé à ce que je sois baptisée. Mais j'ai eu un vrai certificat de baptême. Quand je me suis mariée, on me l'a envoyé pour que je puisse me marier avec mon mari, mais sans problème. Bon, alors, mais on n'était du tout, enfin, moi, personnellement, peut-être que certains l'étaient, je ne sais pas si les enfants en bloc ou... C'est possible, mais pas moi. Alors, je suis venue pour mes 10 ans, Madame Pichon m'a emmenée avec elle à Paris, et pour voir ma mère, donc j'étais ravie de la voir. Et puis, bon, ça s'est passé trop vite. Je suis rentrée en larmes, bien sûr, bon, puis finalement j'ai oublié mes soucis. Et mon père, lui, était du côté de Limoges, et il était médecin, il était dans une ferme, et il soignait les maquisards ou les gens qui étaient blessés dans le secteur. Bon, lui, ensuite, il a été, quand la guerre s'est terminée, il était médecin militaire encore 2 ans, donc après mes 5 années de pensionnat à Bussol, j'ai eu encore 2 années de pensionnat à Bouffémont, et encore 1 année et demie, presque 2, à Paris, puisqu'il n'était pas rentré. Donc ça, c'était très triste. Alors là, vraiment, j'étais grande, et c'était très triste. Mais enfant, on est insouciant, absolument insouciant. Ben voilà, alors si vous voulez, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Votre retour dans le train? Ah, le retour en train. Bon, nous sommes partis en car. Bon, ça, c'était très confortable. D'ailleurs, ce car, Madame Pichon en a fait don au maquis, ce qui ne servait plus. Et pour le retour, on est rentré avec les trains d'après-guerre. Je ne sais pas si certains sont au courant. Il n'y avait plus de place, on était les uns sur les autres. Les toilettes, il y avait 3-4 personnes dedans. Enfin, c'était l'horreur. Quand on voulait faire pipi, on vous tenait sur le marchepied. Il y en avait 2 qui vous tenaient. Et puis voilà, il fallait que le train roulait. Ben oui, mais il y a des moments où c'est absolument obligatoire. Et puis, bon, ben, j'étais à côté d'un Algérien qui avait été peut-être dans l'armée ou je ne sais pas où, qui avait bu comme un trou, parce que c'était la libération, mais alors moi, j'ai souffert, parce qu'il sentait vraiment très mauvais. J'étais assis sur ma valise, il était à côté de moi, très très gentil, mais voilà. Donc, nous sommes arrivés à Paris, bien sûr, sur la gare de Lyon. Il a fallu prendre un train pour aller à Bouffémont, qui est dans le Val-d'Oise, dans le Gare du Nord. Et alors là, je me souviens, elle avait loué une maison assez grande pour recueillir ceux qui restaient. On était peut-être une vingtaine maximum. Même pas, je crois pas. Quand on est arrivé, on n'était pas... Et je suis arrivée par un jour du mois de juin, toutes les glycines étaient en fleurs, donc j'ai été, je ne sais pas si vous choix. C'était le bonheur. Bon, alors malheureusement, mon bonheur a été de courte durée, parce que... Et parce que là, ma mère qui était restée à Paris, elle a été déportée. Juste 2 mois après mon départ, quand je suis retournée à mes 10 ans, et je ne savais rien, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose, parce que je ne sais pas si vous savez, mais on avait des cartes très remplies que nous donnait la poste, et on avait des blancs à remplir. Il y avait juste 2 lignes à la fin où on mettait quelque chose de plus personnel. Et j'ai reçu ces cartes de ma mère, non plus écrites à la main, mais à la machine. Alors déjà, ça faisait drôle, avec l'excuse qu'elle écrivait trop mal, qu'on refusait ces trucs. En réalité, c'est ma marraine qui écrivait à sa place, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Et la directrice me m'a rien dit. Et ça, je l'ai appris donc quand j'étais à Bouffémont.
On a cru qu'on l'avait retrouvée, elle m'a appelé, elle m'a dit, vous savez, tu sais, bon, maintenant je peux te le dire, mais ta maman a été déportée. Bon, peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont, peut-être pas tout à fait mon âge, mais qui se rappellent qu'après-guerre, vous aviez déjà les matchs ici, Paris et tout ça. Et alors, c'était un déferlement d'images des camps de concentration qui étaient sous les yeux de tout le monde. Alors, quand elle m'a dit qu'elle avait été déportée en camp de concentration, moi, je suis partie comme une folle. J'ai été pleurer dans les bois, parce que pour les retrouver, c'était une chose, mais qu'elles soient passées par les horreurs qu'on nous montrait, ça je ne supportais pas. Et finalement, c'était une erreur. C'est pas la bonne Sonia Bril. Non, voilà. Vous savez, j'avais beaucoup de noms communs, hein. Donc, ouais. Voilà. Bon. Donc ça, c'est ma vie de petite Françoise Wexler. Voilà. Bon. Il n'a pas du tout surmonté, mais on surmonte. Et c'est triste. Mais c'est la seule chose qui m'a rendu triste quand j'étais en pension, c'était le manque de mes parents. Alors, pour subvenir à ce manque, tous les soirs, avant de m'endormir, je me promenais dans l'appartement, je transportais mes jouets, je rangeais, tout ça. Si bien qu'après-guerre, quand je suis rentrée, mon père m'a parlé de l'ancien appartement et que je lui ai dit, voilà, c'était comme ça. Et il me dit, tu te souviens de tout ça? Et je lui ai dit, oui, je me souviens d'autant plus que je me suis promenée dedans pendant toute la guerre. Bon, je crois que les enfants ont un pouvoir de régler leurs problèmes. Malgré la tristesse, malgré tout, on n'est pas adulte, on n'est pas formé, on n'est pas au courant, mais il y a quelque chose quand même. Voilà. Il faut se méfier et penser que les enfants réfléchissent beaucoup. Donc voilà. J'ai eu une éducation finalement, tout en étant un petit peu une petite sauvageonne. Tu chantes tous les jours. Hein? Tous les jours tu chantes. Ah oui. Et alors, il faut dire que Madame Pichon avait quand même une autorité. Elle nous a appris l'honnêteté, la persévérance. Elle était vraiment quelqu'un de très bien. Et j'ai voulu aller la remercier quand c'était avant la naissance de mon cinquième enfant. Et j'ai été la voir. Je suis arrivée chez elle, elle était morte la veille. Ça a été pour moi... oui, parce que vous savez, 5 enfants, j'avais déjà 4 enfants très rapprochés, ben, ça occupe beaucoup. Et alors, quand ces enfants ont commencé à grandir, je me dis quand même, j'ai réussi ma vie, je peux aller remercier Madame Pichon. Ça a été très triste. Oui, oui. Vous êtes revenu à Bouffémont, oui. Vous avez été hébergé dans une maison, mais est-ce que après vous êtes revenu au collège? Parce qu'il était pratiquement détruit. Moi non, je suis partie bien avant qu'il ait été remis en état. Okay. Oui. Le juif, je ne savais même pas que j'étais juif, je ne savais pas ce que c'était. Oui, je ne savais pas ce que c'était. Mes parents m'avaient jamais parlé de quoi que ce soit. Et elle nous racontait effectivement qu'ils avaient reçu des certificats de baptême de la part de l'Église. Et d'ailleurs, excusez-moi, je suis un petit peu ému. Et ma mère voulait absolument remercier les deux religieux qui avaient fait tous ces certificats de baptême à la chaîne, disait-elle, et que, je crois que vous avez repris ça au début, ils méritaient d'être eux aussi parmi les nations. Et donc on est là avec un certain nombre de cousins. Et donc si on est là, c'est parce qu'il y a eu Madame Pichon, mais aussi parce qu'il y a eu des gens qui les ont protégés, ont résisté, comme vous l'avez dit. C'est ça qui fait qu'ils n'ont pas subi le sort des enfants d'Isieux. Et donc, je pense que nous, au nom de toute la famille, on veut vraiment
vous remercier de ce que vous avez fait, mais aussi remercier la population de Barré-Bussol, parce que quelque part, on serait pas... Quel plaisir de... Je vous souhaite de continuer comme ça, c'est vraiment magnifique. Donc vous êtes content de leur travail? Ah oui, oui. Et du vôtre. Ça m'a fait très plaisir d'avoir votre contact et de venir témoigner. Ben, c'est partagé. On vous attendait. Hein. Alors il y a une autre personne qui aurait dû être là aujourd'hui, qui malheureusement n'a pas pu venir, parce que son mari est très malade, c'est Madame Cailloun. Voilà, mais voilà, la boîte à coucou sert et je vais lui envoyer, on va envoyer tout ça pour qu'elle puisse après participer à cette journée. Oui, aussi on se rend compte, parce que quand on arrive, comme on dit, c'est magnifique. Et en fait, du coup on se dit, au début, on se dit, ils avaient beaucoup de chance d'être ici. Et puis, après, on se rappelle aussi qu'ils avaient de la chance, comme nous. En fait, nous, on était sur les lieux, on était en train de voir tout ça, on était éblouis par la beauté. Et on se dit que eux, ils étaient comme nous, ils étaient contents d'être là parce qu'ils trouvaient ça, à mon avis, magnifique aussi. Et que du jour au lendemain, sans rien comprendre, ils sont partis ailleurs, où ils ont vécu des choses horribles. Et on se dit, nous, on a été là, mais enfin, nous, on est encore là aujourd'hui. Voilà. Enfin, merci Christophe pour ce que vous avez fait, parce que grâce à vous, il y a une chose qui est... Encore une fois, j'ai essayé de le dire sans d'arriver au bout de ce que je veux dire, parce qu'il y a tellement d'émotions que c'est pas facile de parler. Mais d'arriver, moi je suis toujours demandé qu'est-ce que c'était que Bussol, parce que mon père, ma famille, enfin, ses cousins, toute la famille était là. Avoir la chance, grâce à vous, de pouvoir venir ici, dormir dans le château où ils ont été grâce à son propriétaire. Donc vraiment, c'est une expérience d'une intensité émotionnelle qu'on ne vit pas tous les jours. Mais vraiment, ça vaut la peine. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions. Et bravo encore pour ce que vous faites, parce que c'est extraordinaire. Et bonjour à tous. Et moi, je suis très émue d'être ici à Bussol, finalement pour la 3e fois. Parce qu'effectivement, j'ai écrit un récit sur l'histoire de mon père, qui a été caché, voilà, comme de nombreuses personnes ici. Et en fait, moi, ce qui m'a amené à faire ce travail, c'est que finalement, mon père a vieilli dans un EHPAD et faisait une dépression. Et j'ai cherché à comprendre ce qui l'avait mené à être complètement enfermé. Donc j'ai appelé ce récit Emmuré, parce que pour moi, mon papa était complètement enfermé. Et donc j'ai fait des recherches. Bon, on a toujours su il nous a toujours raconté qu'il avait été caché ici à Bussol dans un château, mais c'était toujours raconté un peu sous le sceau de l'anecdote. Il avait toujours dit qu'il n'avait pas souffert, et voilà. Donc pour moi, c'était entre guillemets une anecdote de sa vie. Et en 2014, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai fait un petit travail psychanalytique. Et j'ai tout d'abord demandé à ma cousine si elle avait des documents, parce que ma cousine qui est ici présente, et je suis venue aussi avec mon frère, avait récupéré de chez sa mère les documents, enfin tout un sac de notre grand-mère. Et je lui ai dit, est-ce que tu as déjà ouvert ce sac? Et elle m'a dit, non, j'ai jamais ouvert ce sac. Donc je lui ai dit, écoute, moi j'habite Bruxelles, donc je lui ai dit, écoute, je vais venir à Paris un jour, et j'aimerais bien qu'on ouvre ce sac. Et donc dans ce sac, on a retrouvé entre autres ce journal qu'elle a amené aujourd'hui, qui est le journal intime qu'a écrit ma grand-mère entre 1942 et 1944. Notre grand-mère? Oui, notre grand-mère, entre 1942 et 1944, où elle raconte tout ce qui s'est passé, et toutes ses angoisses, toutes ses peurs. Et là, j'ai quand même réalisé qu'il n'y avait pas eu que des anecdotes dans cette période
de sa vie. Et puis en 2000, enfin bref, je ne sais plus maintenant quelle date, mais peu importe, une de mes filles a fait sa bat mitzvah et elle devait faire tout un travail, aller poser des questions à ses grands-parents. Et un jour, je l'ai emmenée voir mon père qui était dans son EHPAD, et donc elle lui posait des questions sur cette période-là. Et mon père a sorti, je l'ai aussi amené, il a sorti son portefeuille, et dans son portefeuille, il a sorti son étoile jaune. Et je lui ai dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais avec ton étoile jaune dans ton portefeuille? Il me dit, c'est un souvenir. Bon, ok. Donc, donc j'avais ces deux premières informations, et puis mon père est décédé en 2017, et donc voilà, ça c'est le portefeuille de mon père, et à l'intérieur, voilà ce qu'il a toute sa vie porté sur son cœur. Et en 2017, donc mon père est décédé, et là pareil, j'allais le voir souvent dans son EHPAD et j'essayais de lui poser des questions, alors pas spécialement sur la période de la guerre, parce qu'il y a un moment donné où il fallait passer à autre chose, mais je sentais qu'il était bloqué, quoi. C'était très difficile de le faire parler, et moi j'étais très frustrée de ne pas pouvoir avoir de discussion avec lui. Et donc il est décédé en 2017, et un an après, allez savoir pourquoi, mais un soir dans mon lit, je tape sur Google Gérard Eman. Et là, je tombe sur Yad Vashem, la liste des enfants cachés, et une dame qui a été nommée juste, donc Henriette Pichon, en 2010. Et je me disais, 2010, j'avais 40 ans, j'ai jamais su que mon père a été à cette cérémonie de femme qui a été nommée juste en 2010. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc je contacte Yad Vashem, je lui dis, voilà, je lui explique qui je suis, et donc il m'envoie tout le dossier de Madame Pichon, que je lis évidemment, et donc j'avais tous ces éléments qui racontaient une histoire, et j'ai commencé en fait au moment du premier confinement, on avait tous du temps, et quand Monsieur Macron a dit nous sommes en guerre, et puis au fur et à mesure des mois et des jours, on parlait de zones libres, de zones occupées, d'autorisation de sortie, enfin voilà, tout ça est quand même remonté dans mon histoire, et je me suis dit c'est peut-être le moment que je fasse quelque chose avec tous les documents que j'ai, et aussi ce qui était intéressant et chouette, c'est que mon mari faisait de la recherche généalogique, enfin il a fait nos arbres généalogiques, et il se trouve qu'en ayant toute la liste des enfants cachés, on a retrouvé comme ça donc Monsieur Zuckman. J'ai envoyé un jour un message à Elie Zuckman, Elie Grushko qui est au Canada, en lui expliquant qui j'étais. Et assez rapidement, il m'a envoyé plein d'informations en me disant alors voilà, à Paris, vous pouvez contacter Madame Zubeski et sa sœur qui est la mémoire de la famille. Et alors un jour, j'ai téléphoné à Madame Sebaoun. Alors voilà, je lui ai dit bonjour Madame, je suis Carole Eman, la fille de Gérard Eman. Je crois que vous étiez avec lui pendant la guerre et je fais des recherches. Et est-ce que je pourrais venir vous voir? Est-ce que vous auriez quelque chose à me raconter? Elle m'a dit ah mais oui bien sûr, vous êtes la bienvenue. Venez la semaine prochaine. Je dis écoutez avec plaisir. Donc j'ai pris le train pour aller à Paris. Et elle m'a reçue super gentiment pendant 2 heures dans son appartement. Et voilà, et donc j'étais vraiment hyper touchée. Enfin, c'était incroyable. Donc j'ai eu toutes ces... Et Elie Zuckman m'a envoyé aussi... Elie Grushko m'a envoyé le petit livret qu'avait écrit son papa. Et là... son oncle, et quand j'ai lu en fait parce qu'il avait écrit sur Barré Bussol, en fait c'est là où j'ai vraiment pu mettre des mots sur ce qu'aurait pu ressentir mon papa, parce qu'il exprimait qu'il avait faim, qu'il savait pas quand il allait revoir ses parents, et donc ça m'a vraiment fort touchée de pouvoir lire ça, et ça m'a permis peut-être de matérialiser enfin ce qu'il avait pu ressentir vraiment quoi.
Et voilà, je suis contente. Et alors, mon frère, en 2021, partait en vacances et un jour est passé par la Palisse et il s'est arrêté à l'office du tourisme et il est arrivé au château. Enfin bref, il a été mis en contact avec Guy Werner parce qu'en fait il y a eu aussi un malentendu parce qu'il y avait eu cette pose de plaque et on avait essayé de nous joindre, mais voilà, le numéro avait été perdu. Enfin bref. Et du coup, après, j'ai recontacté Monsieur Werner. On est venu une première fois avec mon frère, on est venu une seconde fois avec ma cousine. L'année dernière, j'ai eu la chance de faire aussi une conférence et de présenter mon livre. Et donc, je ne pensais pas revenir une troisième fois. Et quand Monsieur Boutier m'a contacté l'année dernière, j'étais vraiment hyper touchée que finalement, cette Madame Henriette Pichon continue à vivre et que le travail que j'ai fait aussi puisse perdurer aussi dans le temps. Donc je remercie Monsieur Boutier et aussi Madame Thévenoud et Monsieur Werner, parce que voilà, à chaque fois vous nous accueillez en plus hyper chaleureusement, hyper gentiment, et c'est formidable. Et alors aujourd'hui, je trouve ça formidable aussi d'être avec... Alors ce qui est incroyable aussi quand même, le monde est petit, c'est que j'ai des amis à Paris, et il y a 2 mois, ma copine m'appelle et me dit: ma belle-sœur m'a téléphoné et Carole Bloch, c'est ta copine? Elle me dit: ben oui. Et bon, pour vous la faire courte, en fait, Bernard est le frère du mari de ma copine, et donc nos parents étaient cachés ensemble. C'est quand même incroyable. C'est dingue. Oui, bref, vous avez compris. Enfin, bref, voilà. Donc le monde est quand même petit, et ce que je trouve important aujourd'hui, quand on parle de transmission, c'est qu'effectivement nos parents et nos grands-parents n'ont pas parlé, donc il y a tout ce silence qui était latent. Et en fait, quelque part, c'est à nous de rompre ce silence. Et cette 3e génération, c'est ce qu'on fait beaucoup, parce qu'il y a énormément de bouquins qui sortent sur ce qu'ont vécu nos parents et nos grands-parents. Voilà. Et alors, tu parlais de coïncidence. Vous avez cité Nicole Stopler, et j'étais à l'école avec son fils. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à toute cette histoire. En fait, donc, le papa de Carole était caché dans ce collège, ainsi que ma maman. Et en fait, notre grand-mère m'en parlait beaucoup. Mais en fait, les enfants qui étaient cachés, donc autant Gérard que ma mère Micheline, n'en parlaient pas du tout. Et il y a eu des inaugurations, il y a eu des poses de plaques, etc. Et ils ne nous ont jamais impliqués. Alors qu'on aurait aimé assister à tout ça. Et en fait... Hein, on n'a pas fait venir nos enfants aujourd'hui. On en a parlé. Ouais, moi j'aurais proposé. On en parle. Si. Mais c'est pour ça que c'est très important de transmettre et puis d'en parler. On a été, nous, obligés de faire des recherches. Moi, pour d'autres raisons, j'ai rencontré l'une donc Denise Lubetsky, qui était aussi cachée là-bas. À ce moment-là, en fait, la famille n'a pas réagi, mais c'est vraiment intéressant de voir que si plus tard il vous arrive quelque chose, c'est important de le partager. Et donc, c'est nos parents qui étaient là. Et donc, vous avez joué leur rôle. Tu nous disiez, Madame, à Françoise, est-ce que c'est véridique? Mais pour nous aussi, c'est inimaginable tout ce qu'ils ont vécu. On a l'air vieux comme ça, on était beaucoup plus proches. Et déjà, pour nous, c'était inimaginable. Et ce qu'ils ont vécu, ça a dû être quand même un traumatisme extrêmement fort, parce que très concrètement, pendant des années, enfin moi, ils n'étaient pas très communicants dans ma famille, très clairement, ils n'en parlaient pas. Ils ne parlaient pas de grand-chose d'autre, mais en tout cas de ça, ils en parlaient très peu. Et toi, c'est pareil, ils ont mis longtemps avant de sortir. Nicole Stopler, dont on parlait,
Elle a des années d'ailleurs à en parler. Et d'ailleurs, je pense qu'elle a un tel blocage qu'elle n'a pas accepté de venir aujourd'hui parce que je pense qu'il y a encore un blocage chez elle. En plus, alors, elle a nous expliqué son mari qui est vieux, tout ça. Enfin, elle pouvait quand même prendre 24 heures pour venir ici. C'est quand même pas exagéré. Surtout qu'elle est en bonne forme physique. Donc il y a probablement le blocage, il est toujours à l'intérieur. Et ce blocage, ça fait qu'on n'arrive plus à transmettre. Et heureusement que le travail que tu as fait, moi en lisant ton livre, j'ai certainement beaucoup plus appris sur ce qu'ils ont vécu que tout ce que j'avais entendu dans toute ma vie. Et cette difficulté de transmission, cette difficulté d'imaginer ce qui a pu être les conditions de vie de ces enfants à cet endroit-là, en fait, c'est quasiment impossible pour nous. Enfin, je dis pour vous, mais pour nous, guère plus facile. On ne sait pas ce que ça veut dire de vivre dans un environnement où sa vie est en jeu tous les matins, où on est obligé de mentir, parce qu'on dit qu'ils mentaient, ils n'en parlaient pas, mais ils savaient très bien quand même, enfin peut-être ceux de 5 ans, ils ne savaient pas, mais ceux de 10 ans ou ceux de 15 ans, ils savaient très bien. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans cet environnement-là ? Je souhaite que vous ne le viviez jamais, je ne l'ai jamais vécu, mais je ne sais pas, enfin m'en parler à midi, je ne sais pas, il faut peut-être comprendre, être un résistant, aller dans une prison en Iran, peut-être que ça permet de comprendre qu'est-ce que c'est que de vivre dans un environnement où on peut être tué tous les matins sans raison par quelqu'un qui a une idée qui lui passe par la tête. Mais heureusement, on ne sait pas ce que c'est, donc c'est très difficile à concevoir pour nous. Et rien qu'essayer de le faire, je vous en félicite, et des films comme le vôtre aident à faire cette conception. Même s'il y a toutes les approximations qu'on peut imaginer, tout ce que vous voulez, bien sûr c'est un film, n'empêche que ça permet à l'imagination de travailler un petit peu et de rentrer dans cette conception. Donc vraiment, j'espère que vous allez continuer, que ça va donner beaucoup de vocations, beaucoup d'autres élèves de votre collège, dans d'autres collèges, parce que c'est vraiment formidable. Merci. Merci, bravo. Merci encore. Merci à vous d'être là, d'être venu. Une mayonnaise qui a bien pris. On va vous offrir le verre de l'amitié pour ceux qui souhaitent. Voilà. Et encore un grand merci à Christophe d'avoir commencé cette journée. Il y a ce laboratoire assez extraordinaire à Saint-Germain. On a dans le département quelques autres foyers comme ça, avec des food trucks à peu près de cette espèce, sur d'autres thématiques, sur d'autres sujets. Ce qui serait intéressant, c'est qu'un jour on puisse faire un petit festival de ce genre de choses. Parce que franchement, ça ravigote, quoi. Et vous étiez l'autre jour à Moulin, à la remise du prix. Alors, je disais à Christophe tout à l'heure, l'après-midi d'aujourd'hui, ça vaut 1000 fois la cérémonie de vierge. Là, on n'est pas dans le formel, on est vraiment dans l'humanité des choses. Le fait que les gens témoignent, les descendants, la descendance. Les gens sont là, on est accueillis sur les lieux avec quelqu'un que pas grand monde ne connaît là, certainement, et vraiment on est dans quelque chose de très très fort. Je suis sûr que les gamins qui passent par là, ils ne l'oublient pas. C'est pas possible. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Alors très bonne, fatigante mais très bonne. Ils sont bien mes petits. Ah, les 2 jours où vous mettez en place le projet, ça crée l'émulation parce que les enfants savent là où ils doivent aller. Et il est vrai qu'Alexis a pris l'initiative de rechercher tout un tas de choses qui pourraient être utiles pour le tournage du film. Et on voit bien que les élèves autant que les parents ont joué le jeu. Et pour plusieurs d'entre nous, ça a été le cas. Donc ça crée de la motivation, ça crée de l'investissement. Et du coup, ça devient de la passion. Et c'est vrai que quand on en voit le résultat aujourd'hui, ben, on n'est pas peu fiers et c'est grâce aussi à M. Boutier. Ouais. Parce que si M. Boutier n'était pas derrière tout ça, j'ai entendu Alexis dire « en fait, j'en suis capable ». Ça veut dire que l'expérience permet de révéler ce qu'ils sont capables de faire. Oui, non, mais ce soir, on voit, hein, c'est ce que je te disais, je le lui ai dit avant. Ce soir, on sent qu'il a évolué.
confiance en lui, prise de parole, les mots qui viennent plus facilement. On sent qu'il y a une prise de confiance. Il y a eu, au moment où on parlait de la déportation, quand Alexis entendait parler de ça dans les médias, du coup, il voulait que tout le monde qui se trouvait présent écoute ce qu'il y avait à écouter parce que il était dans la thématique, tout simplement. Les parents de notre super Henriette Pichon. Bah non, un sacré super. Personnage, Hein. Et Marine, ta fille? Non, mais Madame Pichon. Alors, Henriette Pichon, sacré personnage, et puis ma fille, j'en suis très fier, ça c'est clair. Bah, tu peux. Je la trouve excellente dans son rôle. Franchement, elle m'a épaté. Moi, j'ai été bluffé. Je pensais pas, j'étais loin d'imaginer tout ça, franchement. Je suis très fier. Partez pas, Madame Wexler, je vais vous faire un bisou. J'ai vu le film 2 fois. Et... Bon, la maman de Marine, cet après-midi, cette journée. Non, mais super. Plein d'émotions. Des trompes d'eau et tout. Des trompes d'eau, ouais, mais ça, c'est que des bons souvenirs. Et puis, c'était une belle journée, je pense. Des témoignages vraiment. Que des belles personnes. Vraiment, ouais. Authentiques. Ouais. Et puis, ouais. Ça se passe de commentaires. Oui, bon, ça vous a plu. Oui, c'est super. Merci à vous d'être venus. Et d'avoir témoigné pour aider nos enfants aussi. Parce que sans vous, j'ai goûté, m'envoie les filles. Le producteur, il a contacté ma lunette. J'ai dit ce jour-là, je serai là. Avant d'avoir une bibliothèque, une Non, cinémathèque. Bon, alors je vois que tu as acheté en muret. On me l'a offert, en tout cas, et j'ai pu avoir ma propre dédicace. Merci à vous. Alors, moi je l'ai lu. Je m'étais dit, je vais commencer à le lire, puis je terminerai plus tard. Alors Et je ne me suis pas arrêté. Je l'ai dévoré. J'ai beaucoup aimé l'enquête. C'est très fort. J'ai beaucoup. Je prêterai à ma lunette. Alors, votre venue dans le Bourbonnais, c'est comment le Bourbonnais? Bah, on est humide. Oui, c'est très humide. Bah, c'est ça, très humide, mais c'est très agréable. C'est vrai que le château, on aurait aimé voir l'intérieur, mais quand j'ai cherché ma grand-mère, j'ai pu prendre des petites photos discrètement de l'intérieur. D'accord. Alors la grand-mère, c'est Françoise Wexler, épouse Murat. Voilà.